Καλημέρα σας. Σας καλωσορίζω. Bonjour, bienvenue à la présentation d'aujourd'hui. Comment construire mon parcours académique entre la France et la Grèce dans le domaine du droit en collaboration avec Elsa Athènes. Je m'appelle Ekaterina Liodou, je vais modérer cette session. Quelques informations sur Elsa Athens que je représente et je vais ensuite donner la parole à nos invités qui vont se présenter et qui vont dire en quelle qualité ils sont ici présents. ELSA, l'Union européenne des étudiants de droit, est une association à but non lucratif créée à Vienne en 1981 et qui est présente dans plus de 43 pays, 400 universités en Europe et à travers le monde. ELSA Athens, c'est l'antenne grecque qui existe, créée en 2002. Je suis vice-présidente de ELSA Athens et via nos activités que nous organisons tous les ans, des réunions, conférences, etc., colloques, à l'occasion de journées comme aujourd'hui, notre ambition est de mettre en contact les étudiants en droit avec des personnalités du secteur sur les questions qui sont liées aux études de droit ou d'autres aspects du droit. Et nous nous adressons aux étudiants de tout niveau, aux avocats et aux jeunes juristes jusqu'à l'âge de 30 ans. Je vais maintenant donner ma parole, d'abord la parole à Lydia. Merci, bonjour. Je suis très heureuse d'être parmi vous. Aujourd'hui, je représente, la SAS, Panthéon-Assas. Je représente les étudiants qui ont achevé leurs études à la SAS. Je suis avocate. J'ai fait d'abord des études en Grèce et j'ai obtenu ma licence en Grèce et puis mon master à Panthéon-Assas à Paris. Je voudrais vous dire comment j'ai, construit ma carrière académique entre la France et la Grèce, comme l'intitulé de cette présentation. J'ai commencé mes études dans une université grecque et je n'osais pas vraiment faire une demande d'études dans une université étrangère comme Panthéon-Assas, car je n'avais pas fait d'études auparavant, je n'avais pas fait ma scolarité dans une école francophone. J'ai commencé donc mes études à l'université, de droit à Athènes. Aussi exotique qu'elle puisse être, je n'avais pas de formation à l'international. D'abord, je m'étais adressée à d'autres universités à l'étranger, au-delà de à part la France et puis j'ai osé, soumettre ma demande à Panthéon-Assas et je crois que j'ai bien fait car, grâce à ces études de master, j'ai eu l'occasion d'acquérir une excellente expérience sur le plan des études, mais également de la vie. Je me suis retrouvée à Paris, qui est formidable, magique. J'ai pu suivre des études qui m'ont permis d'acquérir de nombreuses connaissances. J'avais droit à de nombreux séminaires qui couvraient le droit européen, différents aspects. Nous avons l'occasion de, voir ce qui nous intéresse, quelles sont les filières qui nous intéressent et bien que nous étudions le droit européen, les étudiants étaient issus des pays asiatiques, Océanie, européens aussi. Donc il y avait une excellente osmose. Nous avons appris
beaucoup de choses. Il y a eu un échange, une interaction également entre les étudiants. Je suis partie depuis j'ai terminé ce programme, il y a quelques années, mais je reste toujours en contact avec de nombreux étudiants. J'ai rencontré d'excellents professeurs qui étaient experts en la matière. Ils n'enseignaient pas qu'à l'université, Panthéon-Assas, mais en tant qu'experts, ils venaient d'autres universités et pour la plupart d'entre nous, certains sont devenus nos mentors, comme madame Cornaloup, mon professeur, qui m'a inspirée à poursuivre mes études, à faire un doctorat. Chose à laquelle je ne pensais pas à l'époque, mais comme je vous l'ai dit, grâce à nos expériences, très souvent, la vie nous montre la voie à suivre. Donc, j'ai fait mes études de doctorat à l'Assas en collaboration avec, l'ECPA, l'université d'Athènes, que j'ai toujours à cœur. Donc, je fais des études de doctorat, actuellement. Et pour, ceux qui sont intéressés, nous pouvons en discuter davantage. C'était, une première à l'université de droit jusqu'à l'époque, les 2 universités avaient du mal à collaborer. Il était très difficile de créer des passerelles entre ces 2 universités. Mais les choses, se sont améliorées depuis. Il est toujours mieux d'avoir 2 instances qui collaborent. Donc le premier pas a été fait et je pense que les choses seront plus faciles pour les étudiants, heu, de participer, de faire des études entre les 2 universités. Je n'ai que de très bons souvenirs de la France, de Paris, de mes études, de ce que j'ai vécu. Je vous dirais très généralement, je vous incite à aller faire vos études en France et si vous avez besoin d'autres informations, je serai heureuse d'approfondir. Merci. Bonjour à tous, je suis Dimitri Outsiev, je suis le doyen de l'université de la faculté de droit d'Evry Paris-Saclay. Alors je serai sans doute plus bref parce que peut-être ce qui est plus intéressant, c'est que je réponde à votre question, à vos questions en général. Je suis donc professeur plutôt spécialisé en droit des contrats et je dirige la faculté de droit d'Evry Paris-Saclay, qui est une faculté qui est tout près de Paris et qui offre aux étudiants des masters dans des matières extrêmement variées, du droit international ou alors du droit privé ou du droit européen. Et bah, encore une fois, je serais ravi de répondre à vos questions sans qu'il soit besoin de vous en dire beaucoup plus à ce stade. Bonjour à toutes et à tous, je suis Laurent Gamet, professeur de droit et doyen de la faculté de droit de l'université Paris-Est Créteil, UPEC, connu sous cet acronyme. Alors peut-être en guise d'introduction, je voudrais vous dire deux ou trois choses. La première, c'est que les facultés de droit en France, elles sont au nombre de 64 sur l'ensemble du territoire français. Elles fonctionnent toutes sur le même modèle qui est une licence, d'abord en 3 ans, ce qui est une différence avec le système grec, puis ensuite un master en 2 ans, 3 ans plus 2 ans. On peut aussi, et je crois que mon collègue vous dira la même chose, vous dire que les facultés de droit offrent toutes, les 64, sur l'ensemble du territoire français, une qualité d'enseignement qui est identique. Elle est identique puisque cela répond à un programme largement partagé et aussi parce que les professeurs et maîtres de conférences sont recrutés par les mêmes concours. Ce sont des concours nationaux et ensuite avec des affectations qui dépendent des souhaits des uns et des autres, étant précisé que parfois les professeurs ont connu 2 ou 3 établissements avant d'être là où ils sont. Personnellement, j'étais
à Rouen, ensuite dans le nord de Paris, avant d'être maintenant à Paris-Est. Et je suis sûr, Dimitri, que tu as eu aussi un parcours où nous avons bougé. Mais donc le premier élément, s'il faut parler au nom de toutes les facultés de droit, c'est de vous rassurer sur la qualité de l'enseignement, qui reste un enseignement de qualité. Je ne dis pas que l'université française n'a pas quelques difficultés, mais c'est un enseignement de qualité. Et l'enseignement que vous recevrez dans les facultés de droit, qu'il s'agisse de Pau, de Strasbourg, de Nantes, de Grenoble ou les universités parisiennes, c'est le même enseignement. Il n'y a pas de doute sur ce point. Second point, quand vous regardez Paris et la région parisienne, vous devez savoir que l'université de Paris était une seule université jusqu'en 1969 et que l'université de la Sorbonne a éclaté en 13 universités, de Paris 1 à Paris 13, et il y a quelques universités, 7 universités, qui dispensent un enseignement en droit. Paris 3, par exemple, Paris 4, ce sont les lettres, l'histoire, il n'y a pas de droit. Paris 1, Paris 2, ou bien encore Paris 12, ou bien encore Évry, donc qui n'a pas un numéro par rapport à Paris. Si, Paris 12, Paris 11, 11, enfin c'était 11, peu importe. Mais tout ça pour vous dire que ça a la même source, simplement compte tenu du nombre d'étudiants qui est absolument sans commune mesure avec les années 60, l'université de Paris s'est éclatée en 13 universités. Alors après, les universités, elles ont un programme commun, des professeurs communs. Les étudiants les choisissent principalement en fonction d'une proximité géographique. Et comme Dimitri vient de vous le dire, nous sommes deux universités qui sommes très très proches de Paris, Paris-Centre, et qui, grâce au transport en commun, se rallient en 15-20 minutes, et plus encore demain avec le métro du Grand Paris qui permettra, d'ici 12-18 mois, d'avoir des déplacements beaucoup plus faciles que par le passé et jusqu'aujourd'hui encore. Donc pour vous, le choix d'une faculté de droit doit répondre non pas à une logique de classement, c'est ce que je veux vous dire, c'est que ce classement n'existe pas, si ce n'est peut-être dans l'imaginaire des étudiants, chacun essayant de dire qu'il fait partie de l'université le mieux classée, mais des universitaires aguerris comme nous sommes pourront vous dire que ce classement n'existe pas. Et donc, n'ayez pas peur des choix que vous faites, et il n'y a pas cette logique que l'on rencontre dans d'autres pays. Ce qui n'empêche pas que certaines facultés essaient de développer tel ou tel autre aspect. Par exemple, j'ai entendu hier, quand nous étions au lycée français, des étudiants, enfin des futurs étudiants, qui parlaient de droit maritime. Le droit maritime, vous n'allez pas le faire à Paris. On ne peut pas dire que ce soit une place maritime. En revanche, vous pouvez aller le faire à Brest, à Marseille ou bien à Bordeaux, qui sont des places où on enseigne le droit maritime. Pareil, le droit agricole, le droit rural, il y a certaines places qui sont un peu spécialisées. Et donc, chaque faculté essaie, surtout au gré, en fonction des professeurs qui la composent, de définir une sorte de spécificité. Pour ce qui concerne ma faculté, l'Université Paris-Est-Créteil, nous avons décidé de nous orienter vers l'international et précisément vers l'Europe. Et ce, en fonction de trois facteurs principaux. Le premier qui est que nous avons des professeurs, maîtres de conférences, qui sont spécialisés en droit européen, en droit international et en droit comparé. On construit donc sur cette spécificité, tant en licence qu'en master et dans nos activités de recherche. Deuxièmement, nous avons des professeurs et des maîtres de conférences qui, pour beaucoup, dans notre génération, sont partis faire leurs études à l'étranger. Personnellement, j'ai fait ma thèse, vous l'avez faite à Paris, je l'ai faite en Italie durant 3 ans. Et puis, nous avons des professeurs qui viennent de l'étranger. Ça, c'est un peu une spécificité de l'époque contemporaine, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas français. Et notamment, nous avons 3 professeurs grecs, dont Lamprénique Zénou, ici présente dans la salle, 3 professeurs de nationalité grecque, mais qui sont
font partie du corps des 70 professeurs et maîtres de conférences de notre faculté. Et c'est sur ces 3 bases que nous avons décidé de nous ouvrir à l'international, de nous ouvrir à l'Europe, tant au stade de la licence qu'au stade des masters. Au stade de la licence, avec 2 parcours, l'un dirigé vers le droit européen, parcours sélectif, l'autre dirigé vers l'international, principalement vers le monde anglo-saxon, ce qui permet aux étudiants de suivre le parcours général de droit, mais dans des filières de 80 étudiants, des très bons étudiants, d'être formés en plus au droit européen, au droit international, aux relations européennes et aux relations internationales. Ce sont des très bons étudiants et nous essayons d'avoir un mixte entre des étudiants français, peu partis en vérité à l'étranger, et des étudiants étrangers qui viennent profiter de cet enseignement français et qui apportent beaucoup, bien sûr, à nos formations par une autre façon de voir, une autre façon d'appréhender les choses. Durant ces 3 ans, les étudiants ont possibilité de partir 1 an à l'étranger, soit dans le programme Erasmus, soit dans le programme Thémis, avec des liens notamment avec la Bocconi en Italie, ou bien encore d'aller hors de l'Europe, à Singapour. Alors, nous sommes très fiers de cette construction, à la fois pour nos étudiants, pour l'apport que ça apporte, et puis parce que c'est la construction d'un espace universitaire commun, et nous sommes la génération où il faut aller au-delà d'Erasmus. Erasmus a été une première étape, et maintenant l'objectif, c'est, au moins pour une partie des étudiants, ce qui est l'élite, et en disant cela, je vous invite à faire partie de cette élite européenne, qui peut passer d'un pays à l'autre pour étudier, comme demain, vous passerez d'un pays à l'autre pour travailler. C'est un espace européen. De Brest à Thessalonique, de Coimbra à Riga. Vous êtes dans cet espace européen et il nous appartient à nous, professeurs, de construire cet espace européen de l'enseignement et de la recherche. Et puis ensuite, bien sûr, au niveau master, possibilité de suivre un master, peut-être plus encore en droit européen et en droit international. Et puis ensuite, vous l'avez évoqué, mais dans toutes les universités, à Évry comme chez nous, possibilité de faire des thèses en co-tutelle, même si sur le parcours de thèse, on parle d'un petit nombre d'étudiants, bien évidemment. Mais sachez que de notre côté, en tous les cas, du côté français, il n'y a non seulement pas d'opposition, mais il y a au contraire des encouragements et des autorités et des tutelles à faciliter les choses et avoir ce développement d'étudiants qui ont cette double culture juridique, cette double influence, étant précisé que tout ceci est quand même aujourd'hui largement harmonisé sous le parapluie européen. Et donc, en guise d'introduction, vous, étudiants qui envisagez de partir à l'étranger pour faire vos études, la seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est une excellente idée. Je la dis à vous, je la dis aussi à mes enfants. J'ai 2 enfants, ce sont 2 juristes, 2 étudiants juristes. Et la seule chose que je leur répète, c'est partez, partez, partez. Vous allez voir autre chose, vous allez vous déprovincialiser. Et ensuite, n'ayez pas peur en disant mais le droit, c'est très national. Et il y a cette idée de dire mais le droit, c'est très national. Moi, je peux vous dire une seule chose. Je suis spécialiste de droit du travail. Le droit du travail, il n'y a pas plus national. Alors vous dites oui, mais en vérité, c'est faux. Parce que le droit du travail a largement été harmonisé dans le cadre du processus européen. Et quand je vais à Riga ou quand je vais à Coimbra, on a des bases qui sont très largement communes. Mais aussi, une entreprise comme L'Oréal, vous connaissez L'Oréal, il n'y a pas plus français. Le droit du travail, il n'y a pas plus national. Eh bien pourtant, chez L'Oréal, en droit du travail, non seulement on écrit en anglais, mais en plus ceux qui en ont la charge, ils sont les uns espagnols, les autres allemands, les autres italiens, et avec un droit qu'a créé finalement L'Oréal à partir des droits existants,
pour toutes ces entreprises qui sont sur le territoire européen. Et les grandes entreprises construisent leur propre droit européen, y compris dans des matières aussi nationales. Et finalement, ce que l'on va vous apprendre à la faculté de droit, ici comme ailleurs, en Grèce comme en Espagne ou comme en France, c'est à réfléchir. On va vous apprendre à penser. On va vous apprendre à construire une pensée. Et où que vous alliez, vous allez être confronté à des professeurs qui vont vous appliquer une méthode, méthode intelligente, et qui va vous apprendre à penser et à réfléchir. Et le droit que vous étudierez à un moment donné ne sera pas le droit quand vous commencerez à travailler et ne sera absolument pas le droit dans 20 ans, dans 30 ans ou dans 40 ans. On vous apprend donc pas à manger du poisson, mais à pêcher. On vous apprend à savoir comment réfléchir. Et c'est comme ça qu'est aujourd'hui construit notre enseignement. Et où que vous alliez penser à réfléchir, apprendre à réfléchir, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Espagne, que ce soit en France, soyez sûr de la qualité de cet enseignement et soyez sûr de votre objectif, c'est apprendre à réfléchir durant 5 ans pour ensuite être quelqu'un d'intelligent. Et ce que vous vendrez au cabinet d'avocats ou ce que vous vendrez aux entreprises, c'est de l'intelligence. Et cette intelligence, elle est européenne, quel que soit le pays où vous ferez vos études. J'ai été un petit peu long, je vous prie de m'en excuser. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse d'être parmi vous et je remercie tous les intervenants ici du panel et pour toutes les belles choses et très intéressantes que nous avons entendues. Je voudrais remercier très chaleureusement l'Institut français de Grèce et notamment Monsieur Vincent Lambert pour son l'invitation qu'il m'a adressée. Et aujourd'hui, je suis là et je représente l'association des avocats stagiaires et des jeunes avocats d'Athènes, EANDA en grec. Je suis jeune avocat, je me spécialise en droit de l'énergie et de l'environnement. Je dispense des conseils en matière de droit et mon premier contact avec la France était dans le cadre de mes études au niveau de la licence. Lorsque j'étais en 4e année ici en France, lorsque j'étudiais le droit, j'ai fait une période d'Erasmus à Paris 13 en France. Et ma spécialisation aujourd'hui en matière de droit est due largement à ce passage à l'université Paris 13 où un très bon professeur du Master 1, puisque nous avions droit à assister à des cours de Master 1, qui est un professeur qui enseignait le droit de l'environnement. Et là, j'ai vu cet intérêt pour le droit de l'environnement. Donc, une partie de mes études actuelles est due à ce passage en France dans le cadre d'Erasmus. Je représente en tant que vice-président de l'association, comme je vous ai dit, des avocats stagiaires et jeunes avocats. Et c'était une excellente occasion de discuter de l'expérience acquise d'une diplômée du droit et quelle est la procédure de validation de de la licence et des études, car très souvent, les étudiants se posent la question. Donc, c'est en cette qualité que je suis ici présente, parler de cela. Et pour conclure, j'aimerais dire que l'association des avocats stagiaires et jeunes avocats d'Athènes, c'est cette instance syndicale des avocats qui concerne les jeunes avocats donc, qui ont une expérience de 7 ans en France et qui souhaitent exercer le métier d'avocat en Grèce. Le stage en Grèce dure 1 an et demi. Parallèlement, nous sommes en collaboration avec l'Ordre des avocats en Grèce. Nous sommes également une instance d'information. Nous organisons des séminaires pour la préparation des stagiaires et pour les différentes
épreuves. Je dois dire que nos séminaires sont très appréciés par les avocats. Ils sont dispensés en présentiel et en ligne. Nous organisons également de nombreuses actions universitaires pour pouvoir rapprocher ou mettre en contact les jeunes avocats, les avocats stagiaires avec le marché du travail. Nous les informons sur des études master en Grèce et en France et dans d'autres pays. Nous organisons également des conférences sur certains thèmes qui concernent le droit pénal, le droit privé ou d'autres de nouveaux domaines du droit, comme le droit de l'énergie. Nous avions organisé une journée très intéressante sur l'intelligence artificielle où il y avait une forte présence et nous essayons de suivre le droit, une discipline, une filière qui est qui bouge beaucoup. Merci. Nous vous remercions tous pour vos prise de parole et pour cet encouragement des étudiants à aller à l'étranger. Et également, vous remercier Monsieur Gamet d'avoir informé les jeunes qu'il est possible d'aller faire leurs études à l'étranger. Je voudrais commencer maintenant par Iliana. Quelques questions pour commencer en guise d'introduction et notre auditoire, les personnes ici présentes pourront ensuite poser leurs questions. Iliana, pourrais-tu nous dire comment un diplômé français peut venir en France? Venir en Grèce, pardon. Un diplômé de l'université française, et ceci est valable pour toutes les universités européennes, à ce jour du moins, a de nombreuses occasions de carrière. Tout d'abord, il a les mêmes opportunités qu'un diplômé d'une université grecque. Il peut travailler dans un cabinet d'avocat, dans le droit pénal, dans le droit civil, avec être présent à des procès. Et donc, il peut faire un stage d'1 an et demi et puis travailler, exercer le métier dans un cabinet d'avocat. C'est l'aspect le plus traditionnel du travail des avocats. Une autre alternative qui gagne du terrain, c'est être avocat conseiller, travailler dans un grand cabinet d'avocats, dans un grand Big Four, comme on les appelle. Et ces sociétés de conseil en droit traitent de questions qui n'ont pas de présence dans un tribunal, et je parle principalement du droit public. Je dois dire que ceci gagne du terrain car les thèmes changent beaucoup. Le domaine de l'énergie a beaucoup changé en Grèce depuis mes débuts, il y a 6 ans. Il y a 4 ou 5 ans, il y avait moins de matière dans ce domaine pour les avocats. L'intelligence artificielle également. Je vois que de plus en plus, nous avons des dossiers qui traitent où l'intelligence artificielle intervient. Donc, conseiller est également une très bonne alternative pour un avocat, un juriste. Ou autre alternative, c'est travailler dans une instance indépendante du droit. Au début, j'avais travaillé dans l'instance, dans le régulateur, comme on l'appelle, de l'énergie. C'est une instance publique. C'est également une opportunité où différentes instances publiques, où on a droit à participer à travers un concours. Et les juristes peuvent participer à ce type de concours. Autre option de carrière,
c'est travailler dans une instance de recherche comme Lydia qui fait des études de doctorat, qui est à la fois avocate et chercheur et ces occasions sont moindres en Grèce, mais elles existent quand même. Donc je dirais qu'il y a d'autres occasions, sûrement, mais le marché est bien plus ouvert également pour nous, avocats et juristes aujourd'hui. Quel est le parcours, d'un diplômé d'une université française? Qu'est-ce que ce diplômé peut faire en Grèce? D'abord, nous avons des examens d'aptitude, comme on les appelle. Ceci est prévu par l'ordre, par le code des avocats grecs. C'est l'article 16 qui prévoit la mise en place d'une commission d'aptitude composée par des universités, par des professeurs d'université et par des représentants de différents barreaux, Athènes, Thessalonique et d'autres villes, et par des avocats qui sont sur le marché et qui évaluent les compétences, les cours qui ont été dispensés et qu'a suivi un diplômé à l'étranger. Et ensuite, ceci est évalué et il fixe les examens qu'il doit présenter. Le code grec dit qu'il doit avoir suivi des cours et qu'il doit passer des examens pour le corps, pour le droit civil, public, etc. Il peut y avoir des cas où un diplômé doit présenter des examens, par exemple en droit pénal, où tout dépend des études effectuées, des cours euh, qu'a suivi le diplômé à l'université. En même temps que des examens sur le droit, sur les différents, sur les procédures pénales. Donc, lorsque le diplômé fait sa demande, il est invité par le comité qui lui répond euh, quels examens il doit présenter. Les examens ont lieu 2 fois par an et il faut attendre presque 6 mois pour avoir les résultats des examens. Après avoir présenté avec succès ces examens d'aptitude, l'avocat peut s'inscrire à un ordre de son choix. Le stage dure 1 an et demi et ensuite, à l'issue de ce stage, l'avocat stagiaire présente des examens et lorsqu'il passe avec succès à ces examens, il peut s'inscrire à l'ordre des avocats de son choix. On me demande très souvent, est-ce qu'il y a une procédure de participation à un concours ACEP en grec? Ça s'appelle, c'est le service du ministère de l'Éducation nationale qui permettait de valider les études sur demande. L'objectif est de participer à des concours ACEP grec pour travailler dans le secteur public grec. Si vous voulez travailler dans le secteur privé, cette inscription, cette demande n'est pas nécessaire. Et pour conclure, je voudrais également remercier 3 diplômés de l'IDEF avec qui j'ai discuté. Et je leur ai posé la question: quels sont les défis auxquels sont confrontés les diplômés de l'IDEF? J'ai parlé avec ces 3 diplômés. Ils représentent 3 générations différentes. Stratis a un bureau d'avocat, Ageliki est stagiaire et la troisième a son propre bureau d'avocat, son cabinet d'avocat. Tous les 3 sont très satisfaits de leurs études. Ils ont fait leur master en France, ils ont fait une partie de leurs études à l'IDEF ici. Et ils m'ont dit quelque chose qui est très important. Vous apprenez
à réfléchir. Heu, Apprendre, connaître tout le droit par cœur n'est pas nécessaire. Lorsque vous allez défendre un client, ce qui importe, c'est de pouvoir trouver l'argument et résoudre le problème. Le droit change constamment, évolue, vous allez l'apprendre. Et c'est ce qu'ils ont appris, m'ont-ils dit, à l'université en France. Réfléchir, trouver l'argument approprié. Et ceci m'a impressionnée. Tous les 3 m'ont dit qu'ils n'ont pas eu de difficulté à trouver un emploi sur le marché. Bien sûr, il faut être accompagné ici lorsque les diplômés d'une université française viennent en Grèce, mais moi aussi, je me suis adressée à des avocats grecs. J'ai demandé de l'aide, j'ai demandé, heu, à être informée sur le droit grec. Voilà, je n'ai que des bonnes choses à dire sur les études en France, confirmées également par, les diplômés grecs qui ont fait des études en France. Ceci permet d'apprendre un autre droit. Vous pouvez exercer également en tant qu'avocate européenne. Moi qui suis grecque, je peux également m'inscrire au barreau, à l'ordre, des avocats, en France et exercer également, dans un pays européen. Donc ceci permet d'être entre 2 chaises, exercer le métier de juriste en France et en Grèce. Voilà, merci. Ευχαριστούμε πολύ, Ιλιάννα, για την πολύ κατατοπιστική Merci Iliana pour cette présentation très détaillée, très circonstanciée. Merci pour la réflexion qui confirme ce que Monsieur Gamet a dit. Donc, il est plus important d'apprendre à pêcher que plutôt que donner à manger un poisson. Euh, une question que j'adresse à tous les deux, Monsieur Ouchieff et Monsieur Gamet. Vous avez parlé d'Erasmus tout à l'heure. C'est la première occasion qui est offerte à un étudiant grec d'entrer en contact avec une université française et voir quelle est sa structure. Pouvez-vous nous dire si, de manière générale, est-ce un critère dont vous tenez en compte aux étudiants master avoir fait un Erasmus dans une université, probablement dans la vôtre, et nous dire quels sont les critères de sélection des étudiants master. Je pense que plusieurs personnes ici présentes sont intéressées. Études master, critères de sélection. S'agissant d'Erasmus, il faut bien que chacun ici distingue 2 choses. Il y a le séjour Erasmus pour, 1 semestre ou 1 année et il y a l'intégration dans des études en France, notamment dans le parcours de licence. L'un est plus substantiel en ce sens où vous vous ancrez dans le pays durant 3 ans. L'autre, est plus, circonstanciel puisque c'est un séjour d'1 semestre, ou d'1 année. Donc ce sont 2 choses qui sont différentes et je trouve que la démarche n'est pas exactement la même. S'agissant du séjour Erasmus, là encore, on ne peut que l'inciter, même pour des étudiants qui voudraient rester en Grèce. Alors, je regrette aujourd'hui qu'il n'y ait pas plus d'étudiants qui soient intéressés par Erasmus, par partir. Et quand je demande dans ma faculté aux étudiants: «Mais pourquoi vous ne partez pas plus, passer 1 an ou 6 mois à l'étranger?» en leur disant: «Vous allez travailler durant 42 ans ensuite. Vous allez regretter le fait de ne pas être parti 1 an en Espagne, en Italie, en Allemagne. C'est une chance extraordinaire que vous avez». Et ils me répondent: «Ce sont des questions financières». Je n'y crois pas. La vraie raison, c'est la copine ou le copain, loin des yeux, loin du cœur, et plus encore la maman. Et je parle ici à des mères grecques, vous voyez de quoi je parle. Donc, la qualité de l'étudiant qui part en Erasmus, c'est un étudiant qui se met en danger, qui sort de sa zone de confort, qui quitte sa mère, qui quitte sa copine
pour arriver avec sa valise dans un endroit qu'il ne connaît pas. Et il doit gérer l'inconnu, il doit gérer une nouvelle société, parce que vous parliez de la vie merveilleuse à Paris. On peut avoir un regard un peu plus critique quand il s'agit de vivre en France, mais vous apprenez à vous débrouiller, vous gagnez en maturité. Et donc, c'est ça aussi Erasmus. C'est arriver d'abord à déconstruire un peu certaines idées reçues, certaines façons de penser. Vous savez, nos étudiants, on leur apprend à penser en grand 1 AB, grand 2 AB. Et ils ont l'impression que c'est la vérité absolue. Alors, ça l'est en France. Mais si vous allez en Allemagne, vous raisonnez en 7 points. Si vous allez en Italie, vous allez raisonner en 9 points. Et à ce que je sache, ils ne sont pas plus idiots que nous. Donc, voir une autre façon de penser, se confronter à quelque chose de différent. Et alors, vous parliez pour les masters. Eh bien, moi, je suis responsable d'un master de droit social. Il y a une question que je pose parmi 5-6 questions qui est: êtes-vous parti en séjour Erasmus? Sinon, pourquoi? Et l'étudiant doit le justifier. Et donc, moi, des étudiants qui me disent qu'ils veulent faire une belle carrière, mais qui n'ont pas osé partir, qui n'ont pas osé se mettre en danger, qui n'ont pas osé se confronter à l'autre, je dois vous dire que c'est un point dans mon appréciation qui est assez négatif. Et donc, le fait de partir n'est plus forcément un plus, c'est le fait de ne pas partir qui peut être vu comme un moins. Ouais, je crois qu'il y a un point très important qui a été souligné par mon collègue Laurent Gamet. C'est la différence entre Erasmus et la différence entre s'intégrer dans un programme d'études de français. Erasmus, ça reste une expérience qu'on incite nos étudiants français à faire, mais ça reste une expérience de découverte. C'est la raison pour laquelle, lorsque l'on accueille des étudiants étrangers dans les universités françaises en s'appuyant sur Erasmus, il y a une sélection qui est très légère. On regarde les dossiers qui nous arrivent avec plutôt un esprit d'accueil, parce que c'est une façon pour nous, d'abord, de faire rayonner aussi les universités françaises, que les étudiants étrangers viennent chez nous, qu'ils connaissent notre enseignement, notre façon de voir les choses. C'est intéressant pour eux, mais c'est aussi quelque chose d'intéressant pour nous, parce que ça fait, encore une fois, rayonner les universités françaises. Mais c'est un aspect de découverte, d'échange en quelque sorte mutuel avec les étudiants. Et donc, la sélection est relativement légère. On accueille volontiers ces étudiants pour qu'ils puissent découvrir et peut-être après rester dans le cadre d'études qui sont des études universitaires du système français. Et donc, cette découverte-là, on y incite effectivement pour nos propres étudiants et pour les autres. On invite nos étudiants à partir à l'étranger et on invite les étudiants étrangers à rejoindre nos établissements. Ça, c'est différent d'étudiants étrangers qui veulent rentrer dans l'enseignement français. Lorsqu'il y a des étudiants étrangers qui veulent s'inscrire dans les universités françaises, poursuivre des formations françaises de droit international, de droit européen ou de droit franco-français en quelque sorte, là, il y a une sélection qui est un peu plus exigeante, pardon, et une sélection qui s'appuie notamment sur le niveau de français. Les études de droit en France, ce sont des études qui s'intéressent à une matière qui est profondément liée à la langue. Le droit, c'est l'interprétation des mots. Le droit, c'est l'utilisation des mots. Et donc, on veille, lorsque l'on accueille des étudiants étrangers, beaucoup à leur niveau de français. Évidemment, ils ne vont pas être sélectionnés sur des critères proprement juridiques. Évidemment, on ne va pas vérifier leur niveau en droit. Ça n'aurait pas de sens. Donc, ce qui nous intéresse, et ça nous intéresse pour les étudiants étrangers, mais ça nous intéresse aussi pour les étudiants français, ce qui nous intéresse, c'est un niveau en langue et de vérifier que la maîtrise du français est suffisante pour poursuivre des études de droit classique. Donc il y a vraiment deux aspects. Si vous voulez venir rejoindre une université française en Erasmus, on est ouvert. Votre niveau de langue n'est peut-être pas excellent, mais c'est pas grave, il s'améliorera quand vous viendrez chez nous. Peut-être qu'après, vous voudrez rester, peut-être que vous aurez laissé votre copine, mais que vous aurez trouvé une nouvelle copine sur place. Donc, il y a plein de raisons qui pourront vous faire rester, et notamment votre progression en langue. Si vous voulez intégrer le système universitaire français, là, il faut nécessairement avoir une maîtrise de la langue qui vous permettra de suivre des études qui sont vraiment fondées sur la langue et le langage.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις απαντήσεις σας. Merci pour vos réponses. Dernière question à Lydia et puis l'auditoire. Parole à l'auditoire. Lydia, tu fais des études de doctorat. Pourrais-tu nous parler du statut de co-tutelle et quelles sont les difficultés auxquelles tu as été confrontée? Oui, c'est très important, comme je l'ai dit tout à l'heure, et notamment en matière des études de droit. C'est une première pour la faculté de droit d'Athènes. Le fait que deux universités, deux institutions différentes doivent collaborer décourageait plutôt les étudiants grecs. Car comme vous savez, je pense que les intervenants du panel le savent également, les universités françaises sont très ouvertes à ce genre de collaboration et des étudiants venus d'autres pays choisissent ce statut de co-tutelle pour pouvoir trouver un meilleur financement. Par exemple, si je ne peux être financé par l'université française, si mon pays collabore avec l'université française, peut-être je peux trouver un financement dans mon pays d'origine, une bourse, etc. Donc l'étudiant à ce niveau, doctorat est très important. Il est très difficile car il faut en même temps penser à la vie professionnelle et à la vie de chercheur. Donc, il est meilleur d'avoir une bourse ou une autre source de financement pour pouvoir se concentrer sur le travail de recherche. Et ce statut de co-tutelle aide beaucoup. Donc, c'est la première bonne chose. Deuxièmement, tout est double. Vous avez d'abord accès à deux tuteurs, l'un en France et l'autre en Grèce. Vous êtes supervisé par deux excellents professeurs en principe, avec qui vous pouvez être très proche et vous prenez le meilleur de deux mondes différents, de deux pays différents. Et par ailleurs, vous avez accès à des banques de données, à des bibliothèques, à différents manuels, et ce donc en double. Vous vous inscrivez en même temps à deux bibliothèques, ce qui permet d'alimenter et de renchérir le travail de recherche. Les difficultés étaient plutôt d'ordre bureaucratique, d'ordre administratif. Si je ne me trompe, auparavant, en 2017, le cadre a changé et c'est devenu une procédure très lourde pour ce qui est de la Grèce, avec plusieurs niveaux de consensus à avoir au niveau de l'université, au niveau du doyen de l'université d'Athènes. Et ceci nécessitait beaucoup de temps. Depuis l'inscription et le début des études de doctorat, la procédure de co-tutelle nécessitait 1 an et demi. Depuis, ça a changé. Les premiers pas ont été faits et nous avons une voie qui est déjà ouverte. Il y a un précédent, ce qui veut dire il y a un accord de collaboration qui a été conclu entre l'université Panthéon-Assas et l'université d'Athènes et qui concerne chaque étudiant, dans quelle thèse sera rédigée, dans quelle langue sera rédigée la thèse, qui seront les professeurs qui vont superviser la thèse. Tout est détaillé. C'est un document qui comprend
tous les détails et tous les aspects. Donc, il y a une convention cadre qui permet aux étudiants, candidats, d'autres étudiants à suivre cette voie. Merci. Τώρα έχουμε λίγο χρόνο αν θέλετε. Si vous souhaitez, je m'adresse au public, si vous souhaitez poser vos questions, n'hésitez pas, c'est le moment de le faire. Vous pouvez lever la main et on va vous apporter le micro. Bonjour. J'ai une question pour les étudiants en fait français qui passent par Parcoursup. Quels sont les critères d'admission en première année de droit? Parce que vous avez parlé des critères d'admission pour les étudiants grecs, mais pour les étudiants français, qu'est-ce qui est pris en compte? Pour les étudiants français, en réalité, Parcoursup, c'est je peux comprendre ce que je dis sans avoir besoin du casque. En réalité, Parcoursup, c'est un algorithme, un logiciel alors classé, c'est un mot qu'il faut surtout pas employer, mais qui dresse un ordre des étudiants en fonction de paramètres qui sont programmés par chaque université. Par exemple, la faculté ou l'université va demander au logiciel de vérifier le niveau en français, le niveau en histoire, et ça va permettre de classer les étudiants dans un certain ordre. Cet ordre, il est ensuite revu par des professeurs qui voient l'ordre d'arrivée des étudiants, qui regardent le baccalauréat qui a été passé, et ensuite, les étudiants sont accueillis en quelque sorte dans cet ordre dans l'université. L'idée, c'est qu'il n'y a pas de sélection, mais dans telle université, par exemple, on aura 1000 places, dans telle autre, on aura 2000 places, ce qui fait qu'on ne peut pas accueillir 3000 étudiants. Et donc, les étudiants vont frapper à la porte, et vont frapper à la porte dans l'ordre du classement et vont être admis dans l'ordre du classement. L'idée, c'est qu'on ne demande rien d'autre que le bac, mais qu'il y a un ordre de passage. Après, à la fin de l'histoire, tous les étudiants vont probablement trouver l'université qu'ils voudront. Parce que même s'il y a 1000 étudiants qui demandent une université qui a 500 places, sur ces 1000 étudiants, peut-être qu'il y en a qui, en réalité, veulent plutôt partir ailleurs. Peut-être qu'il y en a qui ont choisi du droit, mais qui finalement veulent aller faire de la musique ou autre chose. Donc, finalement, ces étudiants se répartissent et il n'y a pas de véritable sélection. Il y a des capacités d'accueil qui sont limitées, il y a des capacités d'accueil qui font qu'on ne peut pas accueillir tout le monde, mais il n'y a pas de critères de sélection. Par exemple, on n'exige pas des étudiants pour aller à l'université qu'ils aient 19 dans toutes les matières. Ça va dépendre du classement qui est opéré un peu automatiquement et un peu contrôlé aussi par les enseignants. Ça va découler du classement fait par Parcoursup. Mais il n'y a pas de sélection et il n'y a pas de critères. Tu veux... Oui, peut-être pour les situations particulières et les étudiants venant de l'étranger me paraissait être une situation particulière. Nous nous demandons à ce que l'étudiant nous adresse aussi un mail avec son dossier, en plus du dépôt sur Parcoursup. Mmh. Et notamment, nous qui sommes à la recherche d'étudiants qui ont eu une expérience à l'étranger, ça nous permet d'avoir un regard sur le dossier autrement que par l'algorithme. Mmh. Parce que il était dit par Dimitri Outsiev que bon, il y a l'algorithme et après on regarde. Moi, je vous dis les choses très franchement. Nous recevons 8500 candidatures en première année pour 500 places. Il est très clair qu'on ne va pas regarder les 8500 candidatures et voir si le classement est juste ou pas juste. Et d'ailleurs, donc ça nous incite à dire que parfois, dans certaines situations, il faut nous signaler le dossier par ailleurs. Je le dis aussi, par exemple, aux proviseurs des lycées environnants s'il y a des étudiants qui ont été malades ou qui ont connu une situation particulière. Parce que ça, l'algorithme, il s'en occupe pas. Et c'est des situations qui nous sont signalées. Donc, en vérité, on regarde les situations signalées. Et donc, il faut, quand c'est dans cette situation, ne pas hésiter aussi à adresser un mail à part pour indiquer le dossier. Voilà, et la particularité. Et alors, pour en revenir du coup à la situation des étudiants étrangers qui demandent l'inscription en France, alors je suis en plein accord avec ce qui vient d'être dit. Il ne faut pas hésiter à écrire à l'université, à la faculté. Et il y a un élément, j'y pensais tout à l'heure en écoutant l'inscription en doctorat même. Il y a un élément qui de plus en plus est pris en compte et qui même tend à devenir une exigence en doctorat, pas avant, c'est le financement. Ça veut dire qu'on regarde beaucoup, alors
parfois, dans certaines universités, pour le doctorat, c'est obligatoire. Ça veut dire si vous voulez poursuivre des études en doctorat, il faut nécessairement prouver à l'université que vous êtes en état de financer vous-même votre séjour en France. Financez vous-même, soit parce que vous avez une bourse, financez vous-même, soit parce que vous avez un financement d'une autre université en co-tutelle, ou financez vous-même parce que vous travaillez. Mais il faut prouver que vous êtes en capacité de suivre le diplôme, de suivre le doctorat en finançant. Et c'est des exigences, c'est des vérifications qu'on fait de plus en plus aussi au stade des années précédentes, au stade de la licence. Typiquement, si vous venez de l'étranger, si vous déposez un dossier en passant par diverses filières qui peuvent être Campus France aussi, eh bien Campus France vérifie et vous interrogera sur les financements dont vous disposez pour ensuite venir vous inscrire dans une université française. Donc ayez quand même à l'esprit que Paris est une belle ville, mais qu'effectivement, parfois, ça implique un financement particulier. Et lorsque vous pensez à vous inscrire en France, ayez à l'esprit l'idée que bah, il faudra y vivre, financer cette vie locale, et puis il faudra trouver un logement aussi. Alors là encore, il y a beaucoup de programmes, beaucoup de biais, de passages à l'université qui vous permettent d'avoir des logements pour les étudiants, mais c'est des choses qu'il faut prévoir en amont et auxquelles il faut penser en s'inscrivant, en déposant le dossier. Merci beaucoup. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις? Y a-t-il d'autres questions? Καλημέρα σας. Bonjour. Ma question s'adresse surtout à Madame Paparalambous. Vous avez parlé des épreuves d'aptitude. Ce sont en Grèce. C'est après la licence ou après le master qu'il faut présenter ces épreuves? Très bonne question. Ces épreuves peuvent avoir lieu plutôt après un master 1. En Grèce, nous avons 4 années d'études, 3 années d'études de droit en France pour obtenir la licence. Donc, je connais de nombreux étudiants qui avaient fait un master 1. Étant donné qu'en France, les études durent 3 ans, et je parle toujours de la France, je ne sais pas si ce comité, si ce jury considère que 3 années d'études suffisent. Mais la plupart des étudiants que j'avais rencontrés avaient effectué également une année de master. Mais ceci dépend du jury. Si l'étudiant fait le droit, le civil et le droit public, probablement le jury vous dira qu'il ne faudra pas avoir fait une année d'études complémentaires de master 1 en France. Ces procédures changent très souvent, par exemple pour reconnaître, pour pouvoir exercer le droit via une procédure qui passe par le ministère de l'Éducation. C'est une question de procédure administrative, donc il n'est pas d'office nécessaire d'avoir fait une année de master 1. La question devrait d'abord être posée au ministère pour avoir une validation de ces études, de ces acquis universitaires. Pour les élèves grecs qui n'ont pas de baccalauréat, que doivent-ils envoyer à l'université pour faire une demande d'inscription? Donc, les candidats, ceux qui veulent s'inscrire dans des universités françaises, qu'est-ce qu'ils doivent avoir s'ils n'ont pas de baccalauréat? Vous voulez dire ou baccalauréat grec? Le baccalauréat grec, Euh, donc c'est passe par Parcoursup. En fait, il faut envoyer ce que vous avez obtenu, parce que même si vous n'avez pas un baccalauréat ordinaire, le diplôme fera l'objet d'une appréciation par l'université. Donc, c'est l'université qui regardera ce que vous envoyez. Donc là, je ne sais pas
c'est Campus France, ouais, qui va étudier le diplôme que vous allez envoyer, qui va donner son avis à l'université en disant voilà, ce diplôme-là est équivalent, il vient de tel établissement, ça parfois des établissements même privés. Alors là, on a une espèce d'évaluation de la qualité de l'établissement par Campus France. Enfin bref, le dossier passe par ce premier crible, par ce premier tamis, cette première sélection, cette première évaluation Campus France. Ensuite, tout ça est envoyé à l'université et l'université regarde le dossier envoyé par Campus France, l'appréciation par Campus France et apprécie à son tour le dossier. Donc ça dépend des diplômes, ça dépend de l'évaluation qui a été faite par Campus France et ensuite c'est revu en quelque sorte par les instances de l'université en fonction du niveau, du diplôme, des appréciations de Campus France et des capacités d'accueil. Est-ce qu'on a la place pour accueillir tel ou tel étudiant? Ερώτηση. Ναι, μία μπροστά. Α, ορίστε. Εγώ ήθελα να ρωτήσω σχετικά με Une question. Est-il nécessaire en Grèce de présenter les examens d'inscription à l'université grecque? D'abord. Pour les dossiers, pas pour obtenir des notes pour être admise à l'université française. Mais il faut passer par les Πανελληνίες, πρέπει να περάσετε τις Πανελλήνιες απλά για το φάκελό σας. Vous devez présenter ces examens panhelléniques, comme on les appelle, pour pouvoir soumettre votre dossier. Les responsables de Campus France vous pourront donner davantage d'informations là-dessus. Si un élève ne se présente pas aux étudiants panhelléniques, est-ce qu'il peut uniquement, lorsqu'il se présente aux examens, aux épreuves IB, baccalauréat international, est-ce que cela suffit? Le programme IB est un programme, un cursus en anglais. Est-ce que cela suffit? Il y a une personne qui demande si avec les diplômes IB, le baccalauréat international, vous privilégiez plutôt aussi ces étudiants qui ont passé un baccalauréat anglais en Grèce. En France, vous voulez dire? Oui, en France, oui. Moi, ça m'est arrivé d'étudier des dossiers de bac internationaux sans passer par Campus France. Oui, oui, ça m'a été signalé par mon université. Donc, il y a une étude, c'est pas automatique. En l'occurrence, j'ai deux dossiers à l'esprit qui me sont revenus à l'étude et on m'a demandé, en regardant le dossier qui était passé par Parcoursup, on m'a demandé en regardant le dossier si je pouvais les admettre. Donc, il y a un regard particulier. Il n'y a pas de regard privilégié. Ça veut dire on ne se dit pas, tiens, c'est un bac international, on va le recruter. Mais enfin, d'une certaine manière, mon collègue Laurent Gamet disait il y a quelques instants qu'on ne regardait pas tous les dossiers dans Parcoursup parce qu'il y en avait trop. C'est vrai, même si on essaye et même s'il y a des stratégies pour quand même arriver à les répartir de façon raisonnable, ce qui est sûr, c'est qu'avec un bac international, on le regardera. Ça veut dire que ça arrivera à l'étude et que donc votre dossier, d'une certaine manière, sera mis en avant. Après, est-ce que ça donne lieu à une sélection? C'est à voir. Μία ακόμη ερώτηση. Bonjour. J'aimerais vous demander quelle est la procédure des examens en première année de licence et quel est le taux de réussite? Mon prédécesseur doyen disait: sortez les brancards, ça va saigner. Alors, les examens à la faculté sont des examens écrits. Il n'y a quasiment pas d'oraux, ce qui présente parfois des spécificités par rapport à d'autres pays. Et je ne sais pas comment c'est en Grèce, mais tous les examens, ou presque, sont écrits. Ils le sont aussi parce qu'il y a beaucoup d'étudiants en première année. Dans ma faculté, il y a 1500 étudiants en première année. Les examens ont lieu tous les semestres, semestre 1, semestre 2, avec des unités fondamentales et des unités complémentaires, si je résume. Il y a le système des travaux dirigés en France, en complément des cours magistraux dans les matières fondamentales,
qui donne lieu à un contrôle continu. Et donc, il y a une part quand même de contrôle continu. Les statistiques de réussite, les moyennes ne veulent rien dire, à mon sens. Et c'est ce que je dis aux étudiants de première année quand on les accueille. On peut quand même prédire la réussite d'un étudiant. Et je vais vous donner des clés de prédiction. Un étudiant qui a le baccalauréat avec mention très bien n'aura pas de problème. Il n'aura pas de problème sauf s'il arrête de travailler. Mais l'expérience montre que celui qui a eu la mention très bien au bac n'arrête pas de travailler. Et donc l'expérience montre que le taux de réussite est de 100% ou 90%. Après, vous avez des étudiants qui se rendent compte que le droit ne leur plaît pas et qui peuvent faire autre chose, parce que le droit, c'est quand même assez particulier. Ça nous emmènerait sur une autre discussion. Et après, plus les résultats au lycée auraient été faibles, moins bien l'étudiant aura été préparé aux études supérieures, plus la réussite sera compromise. Et plus encore avec un facteur aggravant si l'étudiant ne travaille pas. Et en général, l'expérience montre que l'étudiant qui n'a pas été un bon lycéen ne travaille pas. Et donc, il y a une circonstance aggravante à l'inverse du très bon étudiant qui travaille. D'où les écarts qui se creusent. Ce qui fait qu'il y a les très bons qui réussissent, ceux qui ne le sont pas, qui ne travaillent pas, qui ne réussissent pas. Et on aboutit à une moyenne. Mais la moyenne, parmi ceux qui ont eu des résultats très moyens au lycée et qui ne travaillent pas, le taux de réussite est proche de 0%. Ceux qui ont eu un très bon baccalauréat et qui travaillent, la réussite est proche de 100%. Alors on va nous dire, bah oui, mais comme il y a les 3 quarts qui sont dans le groupe 2 et un quart qui est dans le groupe 1, on a 30-40% de réussite. Oui, mais le 30-40% de réussite ne signifie strictement rien. Strictement rien. Et j'ai demandé à des statisticiens de ma faculté de regarder un peu cela par des modèles statistiques. Et en prenant les notes de première terminale et en prenant les notes du premier semestre de la faculté pour voir s'il y avait une vérification. À part les quelques-uns qui ont décroché pour diverses raisons, à part les quelques-uns qui se sont révélés pour diverses raisons, à 95%, vous avez une correspondance. Les résultats de S1 correspondent aux résultats du lycée, avec des facteurs aggravants dans un sens comme dans l'autre. Donc, ceux qui travaillent bien, qui ont été bien formés, n'ayez pas peur, comme disait quelqu'un de célèbre. N'ayez pas peur. Alors, j'ajouterais en termes de chiffres qu'effectivement, le chiffre que l'on donne d'habitude, c'est 30% de réussite en première année, ce qui dépasse le droit d'ailleurs. C'est à peu près la même chose pour les filières. Et donc, on dit volontiers aux étudiants au début de l'amphi, regardez votre voisin de gauche, regardez votre voisin de droite, a priori, vous ne les reverrez pas l'année prochaine. Une fois qu'on a dit ça, en réalité, il faut regarder ces 30% en se disant que dans ce chiffre-là, il y a beaucoup d'étudiants, presque la moitié, qui s'évaporent. Comme je vous l'ai dit, Parcoursup, c'est pas une sélection. Parcoursup, il met les étudiants dans un ordre particulier et parfois, il met des étudiants qui ont choisi le droit par hasard. Parfois, il met des étudiants qui ne sont pas faits pour les études supérieures, mais qui le croient. Et ce qui fait que les étudiants, au bout de quelques semaines, au bout du premier semestre, s'aperçoivent que c'est autre chose qui leur correspond et s'en vont. Ce qui fait qu'en réalité, sur ces 30%, vous avez beaucoup d'étudiants qui, sur les 70% qui disparaissent, plus exactement, vous avez beaucoup d'étudiants qui soit n'ont pas travaillé, soit même tout simplement ont arrêté et sont partis. Donc je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Ce chiffre de 30% qui circule, qui est celui que l'on voit et qui est celui qui est diffusé, doit pas vous faire peur. Ce chiffre de 30%, c'est juste en réalité le résultat de ce que beaucoup d'étudiants qui viennent à la faculté en général et à la faculté de droit en particulier sont en fait faits pour autre chose et que d'ailleurs ils vont vers autre chose ensuite. Merci. Peut-être sur ce point, 2 éléments complémentaires, et nous sommes tout à fait d'accord. Premier, c'est que quand on est au lycée, on ne connaît pas le droit et on ne sait pas à quoi s'attendre. Et alors, on a une image souvent fausse du droit. On imagine par des séries télévisées, par des films ou par des personnages célèbres, des avocats célèbres, que le droit, c'est ça. Mais le droit, vous allez voir en première année, en tout cas en France, c'est l'application de la loi dans le temps, c'est le droit romain et c'est le droit constitutionnel de 1875. Inutile de vous dire qu'on est loin de la série télévision. Et j'arrive à comprendre que si on faisait un film sur ça, il y aurait très peu de spectateurs. Deuxièmement, les métiers du droit sont très concrets.
Quand vous êtes avocat, chacun voit ce que fait un avocat. Quand vous êtes magistrat, chacun voit ce que fait un magistrat. Et un magistrat, il s'occupe des problèmes concrets des gens qui divorcent, des gens qui sont en conflit, et il règle concrètement les choses. Mais le droit et les études de droit sont très abstraites. Le droit, c'est de l'abstraction. C'est un système de pensée qui va qualifier le monde pour lui appliquer des régimes, qualification juridique, régime juridique. C'est le domaine complet de l'abstraction. Et donc, les étudiants qui n'ont pas cet esprit d'abstraction, finalement, qui n'ont pas cette intelligence d'abstraction, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas une intelligence pour autre chose, ça ne marche pas. Et ça fait à peu près l'un et l'autre 25 ans qu'on enseigne. Je crois que tu fais ce même constat. C'est-à-dire qu'on voit des étudiants qui sont faits pour ça, comme des étudiants qui ne sont pas faits pour ça. Comme moi, je sais très bien que je ne suis pas fait pour l'informatique. Voilà, je le sais. Et donc, si j'avais été en fac d'informatique, j'aurais redoublé immédiatement ou j'aurais retriplé, je ne sais pas quoi. Bon. Donc, mais ça, vous voyez, faut tester pour voir. On ne peut pas le dire a priori. Mais un étudiant qui a des bonnes notes en mathématiques, qui arrive à, vous voyez, qui a cette capacité ou en philosophie, dans le monde des idées, en général, c'est quand même plutôt des choses qui sont rassurantes sur la capacité d'une intelligence abstraite. Να ευχαριστήσουμε πολύ τους ομιλητές. Nous remercions très chaleureusement nos intervenants, nos invités. Malheureusement, nous manquons de temps. Nous les remercions pour leurs interventions très circonstancielles. Nous remercions l'Institut français pour cette journée et notamment M. Lambert qui l'a organisée. Et vous remerciez tous d'avoir été présents. Nous vous remercions pour vos questions. Merci.